Chaque heure, au cœur des fjords norvégiens, naît 23 tonnes d'un matériau qui change l'avenir de la planète. Une pierre ordinaire se transforme en quelque chose d'incroyable. 1 kilogramme alimente 500 maisons toute une année. Imaginez, 200 000 tonnes par an, c'est 30 tours Eiffel de silicium pur. Mais voici l'énigme. Comment, à partir du quartz ordinaire, jeté dans l'enfer de 2000 degrés Celsius, plus chaud que la lave d'un volcan, naît une technologie de pureté 6-9, où sur 1 million d'atomes, un seul est en trop. Ici se cache un secret dont on ne parle pas. Pourquoi précisément la Norvège est-elle une superpuissance du silicium? Pourquoi le panneau rend-il son énergie en 2 ans, mais fonctionne 30 ans, générant 95% de sa vie en positif? Et surtout, que se passera-t-il quand vous découvrirez le processus secret de transformation de la pierre en soleil fondu? Restez jusqu'à la fin, je révélerai comment l'eau et le feu créent une énergie infinie et pourquoi cela changera tout ce que vous saviez sur les panneaux solaires. Tout commence non pas avec le sable de plage, mais avec son grand frère, le quartz. C'est l'un des minéraux les plus répandus sur Terre. Mais pour notre objectif, il ne faut pas n'importe lequel, mais un quartz d'une pureté incroyable. On l'extrait dans des carrières et ces pierres blanches brillantes sont essentiellement du dioxyde de silicium figé. Avant d'arriver au four, il passe par un casting rigoureux. On le broie, on le lave et on le trie, en éliminant toutes les impuretés. C'est comme tamiser de la farine pour le gâteau le plus délicat, car toute particule étrangère peut devenir un poison pour le futur panneau solaire. Et voici ce quartz parfaitement pur, blanc comme la neige sur les sommets des fjords, prêt à rencontrer le feu. Et maintenant, préparez-vous au véritable enfer. Le quartz pur, avec d'autres matériaux carbonés comme le charbon et les copeaux de bois, est chargé dans un four à arc électrique géant. C'est comme un énorme chaudron, à l'intérieur duquel descendent 3 électrodes massives en graphite. Quand on fournit le courant, un arc électrique jaillit entre elles, et la température à l'intérieur monte instantanément à 2000 degrés Celsius absolument infernaux. C'est plus chaud que la lave d'un volcan. À cette température se produit un miracle chimique. Le carbone du charbon et des copeaux arrache littéralement l'oxygène du quartz, libérant du silicium pur liquide. Dans le four bouillonne et tourbillonne une rivière aveuglante, blanc doré, de soleil fondu. Ce processus est incroyablement énergivore, et c'est précisément pourquoi ces usines sont situées ici, en Norvège, où elles s'alimentent d'énergie pure et bon marché provenant d'innombrables centrales hydroélectriques. C'est une symbiose unique de l'eau et du feu. Une fois toutes les quelques heures, dans un grondement et une fontaine d'étincelles, le silicium liquide incandescent est versé dans d'énormes cuves, où il commence à refroidir lentement. Mais ce n'est pas encore le silicium nécessaire pour les panneaux solaires. C'est ce qu'on appelle le silicium métallurgique, avec une pureté d'environ 98%. Il est trop sale. Pour devenir le cœur d'un panneau solaire, sa pureté doit être portée à l'incroyable niveau de Si9. Cela signifie que sur 1 million d'atomes de silicium, il ne peut y avoir qu'un seul atome d'impureté. Comment atteindre une telle pureté cosmique? Le silicium refroidi et broyé est traité avec des acides pour éliminer les impuretés. Ensuite, on le transforme en gaz, le trichlorosilane, qui est ensuite distillé plusieurs fois, comme l'alcool le plus cher, en séparant le gaz parfaitement pur de toutes les molécules étrangères. Et maintenant, de ce gaz parfaitement pur naît le cristal. Dans des installations de croissance spéciales,
Ce gaz se dépose sur des tiges de silicium incandescentes et atome par atome, couche par couche, pendant de nombreuses heures, grandit un monocristal géant et parfait de silicium, appelé lingot. C'est une véritable œuvre d'art, absolument homogène, sans aucun défaut dans le réseau cristallin. Ce lingot précieux, ressemblant à un miroir noir, est prêt pour la transformation finale. On l'envoie à la découpe. La scie la plus précise n'est pas un disque, mais le fil d'acier le plus fin, recouvert de poussière de diamant, tendu dans un cadre. Ce fil se déplace d'avant en arrière, et comme un trancheur parfait de fromage, lentement, couche par couche, il coupe le lingot de silicium dur comme la pierre en centaines de plaques ultra fines appelées wafers. Chaque plaque ne fait que 200 microns d'épaisseur. C'est l'épaisseur de 2 cheveux humains. Ce sont précisément ces petits carrés fragiles et brillants qui sont le cœur du futur panneau solaire. Ils iront dans d'autres usines du monde entier où on les traitera, on appliquera des contacts dessus et on les assemblera en panneaux bleus que nous connaissons. Et c'est ici que se cache la vraie magie, exprimée en chiffres. Un seul kilogramme de ce silicium, né ici dans les fjords froids, devenu partie de panneaux solaires, produira au cours de sa vie suffisamment d'électricité propre pour alimenter 500 maisons moyennes pendant toute une année. Réfléchissez-y. Un kilogramme de pierre, transformé par le feu et l'eau, alimente un village entier. Ce n'est pas simplement de la production, c'est un investissement dans l'avenir. C'est la preuve que même dans les coins les plus froids et les plus sombres de la planète, peut naître une technologie qui offre au monde l'énergie propre et infinie du soleil. Et cette tendance est inarrêtable. L'énergie solaire est notre nouvelle réalité. Et son chemin commence précisément ici, dans le cœur rugissant des montagnes norvégiennes. Nous parlions de 200 000 tonnes de silicium par an. Ce chiffre est tellement énorme qu'il est difficile de l'imaginer. Essayons. Le poids des structures métalliques de la Tour Eiffel est de presque 7300 tonnes. Cela signifie qu'en un an, ces usines produisent suffisamment de silicium pour construire presque 30 tours pareilles. Cette quantité énorme représente une part significative de tout le polysilicium de haute pureté produit dans le monde occidental, faisant de la Norvège une véritable superpuissance du silicium. Pour produire 1 kg de ce matériau, il faut dépenser 60 kWh d'électricité. C'est plus que ce qu'une famille moyenne en Europe utilise en une semaine. Et c'est précisément pour cela que ces usines sont ici, en Norvège. Elles s'alimentent à presque 100% d'énergie propre, provenant d'innombrables centrales hydroélectriques qui utilisent la force des rivières de montagne et des cascades. Cela fait du silicium, produit ici l'un des plus verts au monde. Mais le plus important, c'est le retour sur investissement. Nous disions qu'un kilogramme de silicium peut fournir de l'énergie à 500 maisons pendant un an. Mais voici le chiffre encore plus génial. Un panneau solaire fabriqué avec ce silicium rend toute l'énergie dépensée pour sa création en seulement 1 à 2 ans. Et il fonctionnera de 25 à 30 ans. Cela signifie que plus de 95% de sa vie, il travaille en pur positif, générant une énergie absolument propre. C'est l'un des meilleurs investissements énergétiques qui existent. Les Norvégiens ne laisseront personne polluer comme ça leurs fjords. Les normes environnementales pour de telles usines sont parmi les plus strictes de la planète. Les émissions sont soigneusement filtrées, les déchets sont recyclés. Les usines travaillent constamment à réduire leur empreinte carbone. Donc, bien que ce soit une industrie lourde, les habitants locaux savent qu'elle fonctionne avec les technologies les plus propres possibles.
Chaque année, plus de 40 millions de voitures sont mises hors service dans le monde. Imaginez une chaîne de montagnes de métal, de verre et de caoutchouc qui s'étend jusqu'à l'horizon. Mais pour l'Afrique, ce ne sont pas des déchets, c'est un véritable trésor. À Lagos, au cœur du Nigeria, se trouve le plus grand marché de pièces détachées d'occasion au monde, où travaillent des dizaines de milliers de personnes, et où le taux de réutilisation des pièces atteint un incroyable 95%. Ici, chaque boulon, chaque soupape, et même un phare cassé, trouvent une seconde vie. Et maintenant, imaginez, un morceau d'une vieille Volkswagen qui roulait autrefois à Berlin peut devenir une partie d'un nouveau gratte-ciel à Lagos. Regardez jusqu'à la fin, vous découvrirez un secret qui changera votre perception de la mort d'une voiture. Tout commence dans le chaos du port, ou à la périphérie d'une ville gigantesque comme Lagos. Un terrain immense, sans fin, qui s'étend jusqu'à l'horizon, jonché non pas de montagnes, mais de véritables chaînes de montagnes de voitures mortes. C'est à la fois un cimetière et une maternité. Ici se côtoient des européennes fatiguées, de vieilles Peugeot et Volkswagen, qui roulaient autrefois sur les routes parfaites d'Allemagne. Et à côté, des japonaises endurantes, des Toyota et des Nissan qui ont survécu à plus d'une saison des pluies. L'air ici est dense et lourd. Il sent le vieux lubrifiant, le métal chauffé au soleil et le caoutchouc brûlé. Et par-dessus tout cela, un bourdonnement continu. Le grincement du métal, le tintement d'un marteau, le sifflement des postes à souder. Ce n'est pas une usine, c'est un organisme vivant. Et c'est dans cet organisme qu'arrive un nouveau patient. Une vieille Toyota Corolla, cabossée par la vie. Son voyage sur les routes du monde est terminé. Commence alors son voyage en pièces détachées. À peine a-t-elle eu le temps de refroidir qu'une meute de chirurgiens se jette sur elle. Ce ne sont pas des robots. Ce sont des hommes, chacun étant un spécialiste pointu. Ici, pas de chaîne de montage. Il y a des équipes. La première équipe, armée uniquement de clés et de tournevis, plonge dans l'habitacle. En quelques minutes, en sortent les sièges, les panneaux de porte, le tableau de bord, le volant. Chaque élément est minutieusement inspecté. Si un siège est simplement sale, on l'emmènera au lavage, on le nettoiera et on le vendra tel quel. Si la garniture est déchirée, on l'enlèvera et la carcasse ira chez un soudeur qui la réparera et la préparera pour une nouvelle garniture. Le tableau de bord sera démonté en ses composants. Compteur de vitesse, compte-tours, boutons. Tout cela constitue des marchandises précieuses et distinctes. Pendant que la première équipe dépaisse l'habitacle, la deuxième a déjà ouvert le capot. Ce sont les chirurgiens cardiaques. Leur cible, le cœur de la voiture, le moteur et la boîte de vitesse. Avec une vitesse et une coordination incroyables, ils débranchent tous les tuyaux, les fils et les fixations. Puis, à l'aide d'un simple palan à chaîne, jeté par-dessus une poutre rouillée, ils arrachent tout le groupe motopropulseur de son logement. Le moteur n'est pas envoyé à la fonderie. Oh non, c'est le trésor le plus précieux. On l'emmènera dans un atelier où il sera entièrement démonté jusqu'à la dernière vis. Chaque pièce, piston, soupape, vilebrequin, sera soigneusement lavée à l'essence, inspectée pour l'usure. Si une pièce est bonne, elle ira dans la banque d'organes pour réparer d'autres moteurs. Si elle est usée, on la restaurera ou on la vendra à la ferraille. Avec plusieurs de ces moteurs morts, un génie de la mécanique locale peut en assembler un qui fonctionnera encore 10 ans. Pendant ce temps, près de notre Toyota, une troisième équipe est déjà à l'œuvre, les esthéticiens. Ils démontent les panneaux de carrosserie, portes, ailes, capot, pare-chocs.
Chaque pièce est évaluée. Si une porte est intacte, on la vendra simplement. Si elle a une bosse, ce n'est pas un problème. On l'apportera à un débosseleur, un véritable sculpteur sur métal. À l'aide d'un marteau, d'une enclume et d'un sens incroyable du métal, il redressera la bosse au point qu'elle sera presque invisible. Ensuite, la pièce sera repeinte et vendue comme presque neuve. Même un phare cassé n'est pas un déchet. On en extraira avec soin les morceaux de verre intacts, qui pourront ensuite être utilisés pour réparer un autre phare. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi les neurologues et les chirurgiens vasculaires. Ils extraient soigneusement tout le câblage de la voiture. Ce n'est pas juste un tas de cuivre. C'est un système complet, prêt à être installé sur une autre voiture. Radiateur, alternateur, démarreur, pompe à essence. Tout cela constitue des organes distincts et précieux qui sont retirés, vérifiés, réparés et remis en service. Même les disques de frein, s'ils ne sont pas trop usés, seront rectifiés et vendus. Le verre est découpé avec précaution pour être vendu à ceux qui l'ont cassé. Amortisseurs, ressorts, bras de suspension, tout est récupéré. Et voilà, après quelques heures, à l'endroit où se tenait la voiture, il ne reste plus qu'un squelette nu et mutilé. Une carcasse sans porte, sans roue, sans entrailles. On pourrait croire que c'est vraiment la fin. Mais non. C'est l'heure des derniers dépeceurs. Armés de chalumeaux à acétylène, ils se jettent sur ce squelette comme des démons. Dans un sifflement et des gerbes d'étincelles aveuglantes qui sentent la peinture brûlée, ils le découpent en morceaux de taille transportables. Et ces morceaux de métal, l'ancienne carcasse, entament leur dernier voyage vers une aciérie locale, souvent improvisée. Là, dans des fours artisanaux où la température atteint plus de 1000 degrés Celsius, ce métal est refondu. L'acier liquide et incandescent est coulé dans de simples moules en sable, et de là naissent de nouveaux objets simples. Des barres d'armature pour la construction, des couvercles de regard d'égout, de simples outils agricoles, ou même des casseroles. Le plus grand marché de pièces détachées d'occasion du Nigeria et, peut-être de toute l'Afrique, c'est l'Adipo à Lagos. Ce n'est pas un simple marché. C'est une ville dans la ville, qui s'étend sur des dizaines d'hectares. Plus de 30 000 personnes y travaillent, mécaniciens, vendeurs, débosseleurs, électriciens. Le chiffre d'affaires annuel de ce seul et unique marché est estimé à des centaines de millions de dollars. C'est une économie gigantesque, principalement informelle, qui fournit des emplois à toute une génération. Contrairement aux pays occidentaux, où de nombreuses pièces partent simplement à la presse avec la carcasse, au Nigeria, le taux de réutilisation des pièces d'une seule voiture avoisine les 95%. Pratiquement rien n'est jeté. Les moteurs et les transmissions sont les marchandises les plus précieuses. Le moteur d'un modèle populaire, comme une Toyota Camry, peut être vendu pour 500, voire 1000 $ et plus, selon son état. C'est une somme énorme. Les panneaux de carrosserie, portes, ailes, capots, c'est le gagne-pain de milliers de petits ateliers. Phares, rétroviseurs, boutons de l'habitacle, emblèmes, tout à son prix. Même les vieux sièges de voiture ne sont pas perdus. Ils sont souvent réparés et utilisés comme meubles dans les maisons et les cafés. Et enfin, ce qui reste. Une fois qu'on a retiré absolument tout ce qui peut être vendu de la voiture, il ne reste que la carcasse nue. Son poids représente environ 30% du poids initial de la voiture. Et même ce reste n'est pas perdu. Au Nigeria, il existe une multitude de petites aciéries, souvent artisanales, qui refondent cette ferraille. Chaque année,
Elle traite des centaines de milliers de tonnes de ce métal, le transformant en barres d'armature pour la construction locale. Cela signifie que le gratte-ciel que l'on construit aujourd'hui à Lagos pourrait très bien contenir un morceau d'une Volkswagen qui roulait autrefois dans les rues de Berlin. Nobidiam? Imaginez une pierre, d'apparence si ordinaire, mais à l'intérieur de laquelle se cache une force capable de supporter les charges colossales de notre civilisation. Comment, d'une roche anonyme, naît une route qui résistera à des millions de voitures? Comment la vibration de mâchoires d'acier transforme-t-elle le monolithe en de minuscules cristaux des villes de demain? Chaque année, rien qu'aux États-Unis, plus d'1 milliard de tonnes de roches sont concassées. Et ce vacarme s'entend bien au-delà des carrières. Mais il y a un détail qui n'est pas mentionné dans les rapports officiels. Ce qui se cache dans la poussière et les chocs de ces machines pourrait changer votre perception de la simple pierre. Regardez jusqu'à la fin. Vous découvrirez un secret que l'industrie dissimule. La première étape, la plus spectaculaire, du concassage des gros blocs de pierre dans les carrières est le broyage primaire des massifs rocheux. Le processus commence lorsque d'énormes masses de roches, pesant parfois des dizaines de tonnes, sont acheminées vers des installations de concassage spéciales. Ces installations sont équipées de puissants concasseurs à mâchoires, capables de traiter des roches extrêmement dures et résistantes. Au moment du broyage, on peut assister à la collision impressionnante des surfaces d'acier du concasseur avec la roche, accompagnée de chocs sourds et d'un vacarme qui se propage très loin. Les mâchoires du concasseur se meuvent avec une force capable de briser les roches les plus dures, réduisant des blocs massifs en fragments plus petits. L'ensemble du processus est automatisé et se déroule à grande vitesse, assurant une production continue et efficace. Après le concassage primaire, le matériau est acheminé sur des convoyeurs à chaîne qui l'élèvent pour la prochaine étape de broyage ou de criblage. La vulnérabilité du processus réside dans le fait que même aux étapes initiales, un contrôle minutieux est nécessaire, car des chocs trop intenses peuvent provoquer un broyage excessif ou la formation de poussière, ce qui affecte négativement la qualité du produit. Les caractéristiques techniques des concasseurs sont impressionnantes. Des moteurs de plusieurs centaines de kilowatts et des structures en acier lourdes de plusieurs dizaines de tonnes assurent un fonctionnement stable même sous une charge importante. La température des pièces métalliques augmente, mais des systèmes de refroidissement maintiennent un régime optimal pour un fonctionnement prolongé et ininterrompu. On utilise plusieurs types principaux de roches. Ces roches ont des propriétés différentes et sont utilisées en fonction de leurs caractéristiques techniques. Le granit est l'une des roches les plus courantes et les plus solides pour la production de granulats. C'est une roche volcanique composée principalement de quartz, de feldspath et de mica. Les granulats de granit ont une grande dureté et une grande résistance à l'usure. On les utilise souvent pour la construction de routes, de voies ferrées et de structures en béton. La taille des granulats de granit peut varier de la fraction fine, de 5 à 20 mm, à la grosse fraction, de 40 à 70 mm. Le gravier est une roche sédimentaire meuble, composée principalement de galets arrondis. Il est moins solide que le granit, mais a une radioactivité plus faible, ce qui le rend sûr pour une utilisation dans la construction résidentielle. Le gravier est utilisé comme agrégat dans le béton et pour le remblayage des routes. Le calcaire est une roche sédimentaire
principalement utilisés dans la construction de routes comme fondation et couche de base sous l'asphalte ou les dalles de béton. Les granulats de calcaire ont une dureté inférieure, mais constituent un matériau économiquement avantageux. Le quartzite est une roche métamorphique de grande dureté et de grande résistance à l'usure. Il est utilisé pour le revêtement des aérodromes et dans l'aménagement paysager. L'andésite est une roche volcanique avec une bonne écocompatibilité et une bonne résistance à l'usure. Elle est utilisée pour la production de granulats et comme composant dans le béton. Ces pierres naturelles sont extraites dans des carrières, où elles subissent un concassage par explosif ou mécanique, suivi d'un tri. Après le broyage primaire des blocs de pierre dans l'installation de concassage, l'étape suivante, cruciale, est la séparation du matériau en fractions à l'aide d'un système de crible. Ce processus n'est pas moins spectaculaire et est précisément rodé, car la qualité du tri détermine l'homogénéité et la conformité du matériau aux exigences techniques. La taille des particules du futur sable de construction, des granulats ou du gravier, est définie par des grilles spéciales de grande, moyenne et petite taille. Un grand nombre de grilles, disposées les unes au-dessus des autres, forment un complexe de convoyeurs en série où se produit un fractionnement automatique. Les fragments grossiers restent en haut, subissant un traitement dans les concasseurs suivants, tandis que les produits plus fins sont tamisés vers le bas et tombent dans des réceptacles de tri. L'ensemble du système est synchronisé et fonctionne en mode automatique. Chaque grille est régulièrement nettoyée des obstructions pour éviter les arrêts et ne pas altérer la qualité du produit. Et le mouvement du matériau est contrôlé par des capteurs et un système de contrôle de production. Le contrôle des dimensions et de la qualité du matériau est effectué à la fois par des capteurs et par des vérifications périodiques en laboratoire. C'est important, car les caractéristiques de construction des produits finissent, la durabilité des routes et d'autres structures en dépendent. L'automatisation de ce processus augmente la productivité du complexe de concassage et de tri, réduit le besoin de travail manuel et minimise le facteur d'erreur humain. De plus, des réserves technologiques sont prévues pour un réglage rapide du système, en cas de changement de type de matière première ou de normes. La vulnérabilité de cette étape réside dans le fait qu'une séparation de qualité du matériau en fractions assure une utilisation maximale de la matière première naturelle et crée d'excellentes conditions pour la fabrication ultérieure de mélanges de béton, de fondations, de routes et de voies ferrées. Aux États-Unis, le concassage de roches est l'une des composantes clés de l'industrie minière et du secteur de la construction. Selon le Service géologique des États-Unis, le volume annuel d'extraction et de concassage de minéraux non métalliques, y compris le granit, le calcaire, les mélanges de sable et de gravier, s'élève à des dizaines de millions de tonnes. L'année dernière, les États-Unis ont produit plus d'1 milliard, 200 millions de tonnes de pierres de construction, dont une grande partie est constituée de granulats et de gravier concassés utilisés pour la construction de routes, d'autoroutes, de voies ferrées et de structures en béton. Cela représente environ un tiers de la production mondiale de ces matériaux. La consommation d'énergie des entreprises de concassage aux États-Unis est constamment optimisée. Ces dernières années, l'introduction de technologies éco-énergétiques a permis de réduire les coûts d'électricité de 20%. Il est également important de noter qu'aux États-Unis, on applique des systèmes de contrôle de la sécurité environnementale à grande échelle qui réduisent les émissions de poussière et la pollution sonore lors du concassage. Le processus de concassage s'accompagne de la formation d'une grande quantité de poussière qui pollue l'air à proximité immédiate des carrières et des complexes de concassage.
La poussière peut avoir un impact négatif sur la santé des travailleurs et des habitants des zones environnantes, provoquant des problèmes respiratoires, des allergies et d'autres maladies chroniques. Chaque année, plus de 8 milliards de mètres carrés de verre sont produits dans le monde, assez pour recouvrir un pays entier. Mais peu de gens savent que le chemin vers une vitre parfaitement transparente commence avec du sable blanc, semblable à un désert en miniature. Imaginez une rivière de verre incandescent qui s'écoule à travers un four de la taille d'une maison et se déverse doucement sur une surface d'étain en fusion, créant un ruban parfaitement lisse. Ce n'est pas une simple technologie. C'est une véritable alchimie qui transforme une matière fragile en une armure transparente pour les gratte-ciel, les océanariums et même les automobiles. Regardez jusqu'à la fin. Je vous révélerai un secret que vous n'avez certainement jamais entendu. Tout commence dans un immense entrepôt de matières premières, qui ressemble à un désert en miniature. L'ingrédient principal, représentant environ 70% de notre futur produit, est du sable de quartz de la plus haute pureté. Il doit être parfaitement blanc, car la moindre impureté de fer donnerait au verre une teinte verdâtre indésirable. À côté de la montagne de sable se dressent des collines d'autres poudres blanches, du carbonate de soude, qui agit comme un fluidifiant, en abaissant la température de fusion, et du calcaire, qui confère au verre stabilité et solidité. Un chargeur géant à godet saisit des tonnes de chaque ingrédient et les déverse dans d'immenses trémies. De là, sur ordre de l'ordinateur, ils sont acheminés par un convoyeur jusqu'à un mélangeur. C'est un tambour géant en rotation, où tous les composants, y compris une quantité importante de calcin, verre recyclé, sont mélangés en une composition parfaitement homogène, appelée le mélange vitrifiable. Maintenant, ce mélange sec, semblable à une poudre, entame son voyage au cœur même de l'usine, le four de fusion. Une immense cuve, revêtue à l'intérieur de briques réfractaires, de la taille d'une petite maison. C'est un four qui ne dort jamais. Il fonctionne en continu pendant des années en maintenant à l'intérieur une température de 1600 degrés Celsius. Le mélange vitrifiable est enfourné par un flux continu à une extrémité de ce four. En entrant dans cet enfer, il commence instantanément à fondre, se transformant en une rivière de verre liquide, épaisse, visqueuse et d'un orange éblouissant. Cette rivière s'écoule lentement à travers toute la cuve, et pendant ce temps, toutes les bulles de gaz s'en échappent, et la masse elle-même devient parfaitement homogène. Et voilà que cette rivière de feu, luminescente, sort du four et arrive sur l'invention la plus géniale du monde du verre, le bain float. Un long tunnel hermétique, rempli non pas d'eau, mais d'étain en fusion. L'étain a une surface parfaitement plane, un miroir. Comme le verre est plus léger que l'étain et ne se mélange pas avec lui, il s'étale à sa surface, comme de l'huile sur de l'eau, formant un ruban parfaitement plat et impeccablement lisse. La gravité le rend parfaitement plat par le dessous, et la tension superficielle le rend parfaitement lisse par le dessus. L'épaisseur de ce ruban est régulée par la vitesse à laquelle il est tiré hors du bain et par des rouleaux spéciaux. Chaque année, plus de 8 milliards de mètres carrés de ce verre float sont produits dans le monde. C'est assez pour recouvrir toute l'île de Chypre. Après le bain float, le ruban de verre infini, encore très chaud mais déjà solide, entre dans un long tunnel appelé l'étendrie de recuisson. C'est une étape d'une importance capitale. Si le verre refroidissait trop vite, des contraintes internes colossales y apparaîtraient, et il serait fragile comme une décoration de Noël.
Dans l'étendrie, qui s'étend sur des centaines de mètres, la température du verre est abaissée lentement et de manière très contrôlée, de 600 degrés à la température ambiante. Cela permet aux molécules de se détendre et élimine toutes les contraintes. De l'autre côté de l'étendrie sort un ruban de verre parfaitement transparent, plat et libre de toute contrainte, qu'un coupe-verre automatique à molette de diamant découpe en d'immenses tonnes-feuilles, appelées des plateaux jumbo. Leurs dimensions peuvent atteindre 6 mètres sur 3. Mais ce n'est que la matière première. Ce n'est qu'une seule couche de notre futur sandwich. Pour les gratte-ciel et les aquariums, le verre ordinaire est trop faible. Ces feuilles sont donc envoyées pour un entraînement supplémentaire. Pour rendre le verre 5 à 7 fois plus résistant, on le trempe. La feuille de verre entre dans un four où elle est chauffée à une température de 620 degrés, presque jusqu'à son point de ramollissement. Puis, elle est instantanément extraite et soufflée des deux côtés par de puissants jets d'air froid. La surface extérieure du verre refroidit instantanément et se contracte, formant une carapace solide, tandis que la partie intérieure refroidit plus lentement. Cela crée d'incroyables contraintes internes qui rendent le verre follement résistant. Si un tel verre vient à se briser, il se fragmente en des milliers de petits cubes inoffensifs et non en éclats tranchants comme des poignards. Mais même le verre trempé n'est qu'une seule couche. Pour créer une véritable armure, on utilise le processus de laminage. On prend 2 ou plusieurs feuilles de verre et entre elles, on place un film fin et transparent de polybutyrate de vinyle. Ce sandwich est envoyé dans un four spécial, appelé un autoclave. À l'intérieur, on crée une haute température et une énorme pression. Sous l'effet de la chaleur et de la pression, le film fond et colle à jamais les feuilles de verre en un bloc unique et monolithique. Si un tel verre se brise, il ne vole pas en éclats. Les fragments restent collés au film, comme des mouches sur un ruban adhésif. C'est ainsi que l'on fabrique les pare-brises de voitures. Et c'est aussi comme ça que l'on fait le verre pour les gratte-ciel. Pour les aquariums, ce sandwich peut être tout simplement incroyable. Par exemple, l'épaisseur du verre acrylique de l'aquarium de Dubaï atteint 75 cm. C'est presque 1 mètre d'épaisseur. Il est composé de nombreuses couches, collées les unes aux autres, et est capable de résister à la pression de 10 millions de litres d'eau. Enfin, sur le verre destiné au gratte-ciel, on applique un revêtement spécial. Dans une immense chambre à vide, on pulvérise sur la surface du verre de très fines couches de métaux, invisibles à l'œil nu, comme de l'argent ou du titane. Ce processus, appelé pulvérisation cathodique magnétron, crée un revêtement à faible émissivité, ou low EF. Il fonctionne comme un filtre intelligent en été, il réfléchit le rayonnement solaire infrarouge vers l'extérieur, empêchant la pièce de se réchauffer, et en hiver, au contraire, il réfléchit la chaleur des radiateurs vers l'intérieur de la pièce, l'empêchant de s'échapper. Cela permet de réduire les coûts de chauffage et de climatisation d'un gratte-ciel de 30 à 50%. Et ce n'est qu'après toutes ces opérations complexes, chaudes et précises, que le simple sable se transforme en une armure transparente de haute technologie, prête à devenir un mur invisible entre l'homme et les éléments. De l'usine sort un immense panneau de verre, parfaitement propre. Il est solide, mais en même temps incroyablement fragile, aux chocs ponctuels et aux vibrations. Comment le transporter intact sur des centaines de kilomètres? Pour cela, on utilise des camions spéciaux qui ressemblent à d'étranges squelettes métalliques. Ce sont ce qu'on appelle des in-loaders ou pupitres. Au lieu d'une caisse ordinaire, ils ont au milieu un puits profond et sur les côtés, 2 cadres inclinés, semblables à des chevalets géants appelés des pyramides. Les feuilles de verre sont placées sur ces pyramides presque à la verticale, sous un léger angle.
C'est fait pour que le poids soit réparti uniformément et pour minimiser les contraintes dues aux vibrations de la route. Chaque feuille est séparée de sa voisine par des intercalaires souples et l'ensemble du paquet est solidement maintenu par des dizaines de sangles et de pinces hydrauliques. Le chauffeur d'un tel camion est un véritable as. Il le conduit avec une fluidité incroyable, évitant les freinages et les virages brusques. Chaque année, une quantité d'eau de mer suffisante pour remplir des millions de piscines olympiques s'évapore dans le monde. Et tout cela pour un seul des produits les plus anciens et les plus précieux de l'histoire humaine, le sel. Dans la baie de San Francisco, de gigantesques marais salants occupent plus de 13 000 acres. C'est comme 10 000 terrains de football pavés. Ici, le soleil et le vent transforment 600 milliards de gallons d'eau en 1 million de tonnes de cristaux d'un blanc immaculé. Mais la principale intrigue, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous découvrirez un secret qui changera à jamais votre perception du sel ordinaire. Vous pensez peut-être que le sel n'est qu'une épice bon marché. Mais non! Le marché du sel gastronomique, où le sel de mer est le roi incontesté, représente aux États-Unis un business de plusieurs centaines de millions de dollars. Et il croît à une vitesse folle. Les gens sont prêts à payer plus cher pour ce morceau de soleil et de mer dans leur assiette. Et vous allez maintenant comprendre pourquoi. Les marais salants de la baie de San Francisco sont parmi les plus grands du pays. Leur superficie totale dépasse les 13 000 acres. C'est comme pavé plus de 10 000 terrains de football américain. C'est une ville entière, construite de bassins peu profonds, qui scintillent de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, du bleu au rose, selon la concentration en sel et les micro-organismes. Et cette usine gigantesque produit annuellement plus d'1 million de tonnes de sel. C'est le poids d'environ 250 000 pick-ups Ford F-150, chaque année. Imaginez une immense étendue de côte, quelque part dans un endroit chaud, ensoleillé et venteux, par exemple sur le littoral méditerranéen en France ou au Portugal. Ici, sur un terrain parfaitement plat, les hommes ont construit un véritable labyrinthe de bassins peu profonds et interconnectés, appelés des marais salants ou salines. Ça ressemble à de gigantesques rizières, sauf qu'au lieu du riz, c'est du sel qui va y pousser. Et voilà, à marée haute, on ouvre les vannes. Et l'eau de mer, pure et pleine de vie, s'engouffre en un puissant courant dans le premier et le plus grand bassin. C'est notre jardin d'enfants pour les futurs cristaux. Les portes se referment et pour l'eau commence un long et paresseux voyage. Pour obtenir une seule et unique livre de ce sel de mer croquant, le soleil et le vent doivent faire évaporer près de 3,5 gallons d'eau de mer. C'est-à-dire que pour 100 livres d'eau, on n'obtient qu'environ 3,5 livres de sel. Imaginez que vous deviez boire 28 000 bouteilles d'eau standard pour obtenir une petite salière de sel. Et maintenant, multipliez cela par des millions de tonnes. Pour produire ce même million de tonnes de sel dans la baie de San Francisco, plus de 600 milliards de gallons d'eau s'évaporent chaque année. C'est assez pour remplir près d'1 million de piscines olympiques. Maintenant, les deux principaux ouvriers de notre usine entrent en jeu. Le premier, c'est le soleil. Il commence à chauffer sans pitié la surface de cet immense bassin. Le second, c'est le vent. Il se promène au-dessus de la surface, chassant l'air humide et accélérant l'évaporation. Jour après jour, semaine après semaine, l'eau s'évapore lentement mais sûrement. Et la concentration en sel augmente. La solution devient de plus en plus salée. Quand elle atteint une certaine densité, on la pompe vers le bassin suivant.
un peu plus petit et moins profond. Et le processus se répète. C'est comme préparer un sirop. On évapore lentement l'eau pour le rendre plus épais. Pendant que l'eau voyage à travers ce labyrinthe, différents minéraux en précipitent progressivement. D'abord, dans les premiers bassins, le gypse et d'autres impuretés indésirables se déposent au fond. C'est un processus de purification naturelle. L'eau devient de plus en plus pure et de plus en plus salée. Et voilà, après plusieurs mois, cette solution super concentrée, appelée la saumure, arrive dans les bassins finaux, les plus petits, les cristallisoires. C'est la salle d'accouchement de notre usine à sel. Ici, la profondeur de l'eau n'est que de quelques centimètres et la concentration en sel est si élevée qu'il ne peut plus rester dissous. Et là, un véritable miracle se produit. Sous le soleil brûlant, de minuscules cristaux de sel, semblables à des flocons de neige, commencent à se former à la surface de l'eau. C'est le produit le plus délicat, le plus pur et le plus cher, ce qu'on appelle la fleur de sel. Des ouvriers, appelés des paludiers, à l'aide de râteaux en bois spéciaux, semblables à d'énormes pelles, récoltent très délicatement, à la main, cette fine couche fragile à la surface. C'est un travail d'orfèvre qui demande une patience incroyable. Ces fleurs n'ont pas le temps de couler et d'absorber d'autres minéraux, c'est pourquoi elles ont un goût incroyablement pur et délicat. Les cristaux de sel qui n'ont pas été récoltés à la surface grossissent lentement et tombent au fond du cristallisoire, formant une couche épaisse et dense. Quand presque toute l'eau s'est évaporée et qu'une couverture blanche et brillante de sel repose au fond, c'est l'heure de la grande récolte. Parfois, cela se fait à la main, avec des pelles et des brouettes. Les ouvriers rassemblent le sel en d'immenses montagnes, d'un blanc immaculé, qui brillent au soleil comme des sommets enneigés. Dans les productions plus modernes, on peut utiliser de petites moissonneuses spéciales qui coupent et ramassent délicatement la couche de sel. Mais ce n'est pas encore la fin. Le sel récolté est humide et il faut le sécher. On le laisse dans ces énormes tas, directement à l'air libre, pendant plusieurs mois, parfois même un an. Le soleil et le vent poursuivent leur travail, éliminant lentement les dernières traces d'humidité. La pluie, qui tombe périodiquement, lave le sel, enlevant les dernières impuretés, comme le chlorure de magnésium amer. C'est un processus de purification naturelle qui donne au sel son goût caractéristique et doux, tant apprécié des gourmets. Et ce n'est qu'après ce long parcours, quand le sel est devenu sec et friable, qu'il peut être envoyé pour une finition finale. On le tamise pour trier les cristaux par taille, des gros, grossiers pour les moulins, aux plus fins pour les salières ordinaires. Contrairement au sel de table courant, il n'est pas soumis à un traitement chimique agressif et on n'y ajoute pas d'anti-agglomérants. Il reste tel que la nature l'a créé, avec toute la richesse de ses oligo-éléments, comme le magnésium, le potassium et le calcium, qui lui confèrent ce goût de la mer, un peu plus complexe et profond. Alors, pourquoi les gens paient-ils plus cher pour ce produit séché au soleil? Le secret réside dans la chimie. Le sel de table ordinaire, extrait des mines, est du chlorure de sodium, presque pur à 100%. Il subit un traitement agressif où l'on en retire absolument tout le superflu. C'est comme un soldat parfaitement poli, mais un peu solitaire. Quant au sel de mer, après évaporation de l'eau, environ 80% de sa composition est ce même chlorure de sodium. Mais les 10 ou 15% restants, c'est un véritable cocktail de plus de 60 oligo-éléments venus de l'océan. Magnésium,
potassium, calcium et bien d'autres. C'est cette queue minérale qui donne au sel de mer son goût plus complexe, plus doux et sa texture caractéristique. Ces chiffres sont donc la preuve que la plus ancienne technologie sur Terre, n'utilisant que le soleil et la mer, peut être non seulement belle, mais aussi incroyablement massive, transformant des milliards de gallons d'eau en millions de livres de saveurs pures. Chaque année, plus de 20 millions de tonnes de bambou sont récoltées dans le monde. Et ce n'est pas une simple plante, mais un véritable matériau de construction du futur. Imaginez, une seule pousse peut gagner 1 mètre en une seule journée. Et un hectare de bambouset produit 10 fois plus de biomasse qu'une pinède classique. Mais le plus fascinant commence lorsque ces tiges géantes arrivent à l'usine. Là, elles passent de simples herbes à des panneaux, aussi solides que l'acier, et en même temps écologiques. Et il y a un secret que vous ne découvrirez qu'à la fin de cette vidéo. Un fait qui changera à jamais votre regard sur le bambou. Tout ne commence pas dans un atelier, mais dans les océans verts infinis du sud de la Chine, où pousse le bambou géant Mozo. Imaginez, une jeune pousse peut grandir d'1 mètre en une seule journée. On peut littéralement la voir pousser. En quelques mois, elle atteint sa pleine hauteur de 30 mètres, et au bout de 4 ou 5 ans seulement, elle est prête pour la récolte. Quand les ouvriers arrivent dans la forêt, ils n'utilisent pas d'engins lourds. À l'aide de simples scies, ils coupent les tiges matures, en laissant le système de rhizome intact qui produit immédiatement de nouvelles pousses. C'est comme la tonte d'une pelouse géante, une ressource qui se régénère à l'infini. Les tiges creuses coupées sont débarrassées de leurs branches et transportées à l'usine, où les attend leur première grande transformation. D'abord, d'énormes scies découpent les longues tiges en sections de la longueur souhaitée. Ensuite, ces tubes creux arrivent sur une fendeuse spéciale. Imaginez un coupe-pomme géant. Il fend chaque section à une vitesse incroyable en des dizaines de longues et fines lanières. Mais ces lanières ont encore une forme arrondie, une peau extérieure verte et des nœuds internes. Elles sont donc envoyées à la machine suivante, qui leur offre une véritable manucure. Elle rabote tout le superflu, transformant chaque lanière en une latte parfaitement rectangulaire. Nous avons maintenant des milliers de ces lattes, mais elles sont encore brutes. Un spa industriel les attend. Elles sont plongées dans d'immenses cuves d'eau bouillante, ou traitées à la vapeur chaude. Cette procédure élimine tout l'amidon et le sucre du bambou, le rendant totalement inappétissant pour les insectes et la moisissure. C'est à cette étape que le bambou peut obtenir sa couleur. Si on le traite brièvement, il restera clair, naturel. Mais si on le maintient plus longtemps dans la vapeur chaude, les sucres à l'intérieur se caramélisent et il prend une teinte profonde, chaude et mielleuse. Après ce bain chaud, les lattes parfaitement propres et désucrées sont envoyées dans un four de séchage. Là, à une température contrôlée, elles sèchent lentement jusqu'à atteindre un taux d'humidité de 8 ou 10%. C'est d'une importance capitale pour la stabilité du futur panneau. Nous avons maintenant une matière première idéale et il est temps d'assembler notre gâteau de bambou. Des ouvriers trient méticuleusement les lattes par qualité et couleur. Ensuite, elles avancent sur un convoyeur sous des rouleaux spéciaux qui les enduisent généreusement de colle. Et c'est là que se produit la magie qui déterminera l'aspect du futur panneau. Il existe 2 principales méthodes de disposition. La première, horizontale. Les lattes sont posées à plat, les unes à côté des autres, en une seule couche.
Le résultat est un panneau où l'on voit bien les nœuds caractéristiques du bambou, créant un motif classique et reconnaissable. La seconde méthode, verticale. Les lattes sont tournées de 90 degrés et placées sur la tranche, pressées fermement les unes contre les autres. Le résultat est un panneau au motif plus fin, linéaire et élégant, où les nœuds du bambou sont presque invisibles. Le gâteau de lattes de bambou, formé et collant, est prêt pour l'épreuve finale. Il est envoyé sous une presse à chaud. C'est un véritable titan industriel. Avec une force de plusieurs centaines de tonnes et à une température de 150 degrés Celsius, il comprime cette masse. Sous l'effet de la chaleur et de la pression, la colle se polymérise, liant à jamais des milliers de lattes individuelles, en un bloc monolithique, incroyablement dense et solide. De la presse sort un panneau énorme, chaud, mais déjà absolument rigide. Mais ce n'est pas encore un produit commercial. C'est un produit semi-fini. D'abord, on laisse cet énorme panneau reposer pendant plusieurs jours pour stabiliser les tensions internes. Ensuite, on l'envoie à la découpe. Des scies géantes le découpent en feuilles de dimension standard. Et enfin, c'est l'heure des procédures cosmétiques. Chaque feuille passe par une ponceuse multi-étapes. Une série de bandes abrasives, de la plus grossière à la plus fine, transforme sa surface rugueuse en une surface parfaitement lisse et soyeuse au toucher. L'étape finale est le contrôle qualité. Un inspecteur examine attentivement chaque feuille, vérifiant l'absence de défauts, la précision de la géométrie et la qualité du ponçage. Les feuilles de contreplaqué de bambou fini, parfaitement lisses, sont marquées, emballées et envoyées dans les entrepôts. Et c'est ainsi que, après un parcours allant de l'herbe à la croissance la plus rapide de la planète, en passant par des bains de vapeur, des couteaux précis et l'étreinte ardente d'une presse, naît ce matériau étonnant, beau comme un bois exotique, solide comme l'acier et écologique comme la nature elle-même, prêt à devenir un élément stylé et fiable dans nos maisons. Nous savons déjà que le bambou pousse à une vitesse cosmique. D'un hectare de bambouset, on peut récolter annuellement de 10 à 30 tonnes de biomasse. À titre de comparaison, d'un hectare de pinède, on ne peut obtenir que de 2 à 5 tonnes de bois sur la même période. Cela signifie que pour produire la même quantité de matériaux, il faut 10 fois moins de terre. Les panneaux de bambou existent en différentes épaisseurs, de quelques millimètres à 50 mm pour des plans de travail massifs ou des poutres de construction. Et il y a une nuance intéressante. Un panneau peut être constitué de plusieurs couches. Pour atteindre une stabilité maximale, les fabricants font souvent des panneaux multicouches. Par exemple, un panneau à 3 couches peut avoir 2 couches extérieures, avec des lattes orientées verticalement, et une couche intérieure avec des lattes orientées horizontalement. Cette structure croisée, comme dans le contreplaqué, rend le panneau incroyablement résistant à la déformation et au gauchissement. Le bambou est le champion de l'absorption du dioxyde de carbone. Un hectare de bambouset peut absorber 62 tonnes de dioxyde de carbone par an, ce qui est 35% de plus qu'une surface équivalente de forêt ordinaire. Cela en fait un matériau non seulement neutre en carbone, mais carbone négatif. C'est-à-dire qu'au cours de sa vie, il absorbe plus de carbone qu'il n'en est émis lors de sa transformation et de son transport.